Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, économie. On va voir un petit peu un point du cours extrêmement important du chapitre sur la balance des paiements de SH. Donc on va s'intéresser à celui des taux de change et notamment des taux de change flottants, voir un petit peu la différence avec les taux de change fixes, essayer de voir des théories principales qui expliquent que le taux de change flottant c'est bien. Je vous rappelle qu'actuellement on est dans le système des taux de change flottants, donc on va redéfinir ce que c'est et voir dans cette vidéo voilà toutes les théories qui sont plutôt dans l'avantage pour vous aider dans vos dissertations, à enrichir vos dissertations et sinon vous rappeler cette partie du cours. Voilà, avant que la vidéo commence, bien sûr, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, les liens dans la description, soit pour voir nos offres de programmes de formation, soit pour tout simplement recevoir gratuitement votre kit de survie pour vous aider dans les matières de prépa. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le générique, puis la vidéo. On commence tout de suite. Le taux de change flottant a été mis en place en 1976 par les accords de Kingston et la démonétisation de l'or a été également mis en place à cette date parce que je rappelle qu'avant ça on avait des accords, on avait un système monétaire international qui était fondé sur l'or, on avait l'étalon or d'abord puis 2GES avant et après la seconde guerre mondiale qui faisait effectivement de l'or le système central des variations d'échange et du taux de change. Voilà, donc on est dans un nouveau système, un système de change flottant dans lequel les monnaies ne sont plus fondées et créées à partir de l'or, mais voilà, la valeur des monnaies fluctue en fonction du niveau économique des pays. Je dis le niveau économique des pays, mais en réalité ça désigne les fondamentaux de l'économie. Parce que dans un système de change flottant, les changes varient selon un certain nombre de critères par exemple. Et il y a pas mal de déterminants du taux de change. Il y a notamment la balance des paiements, ça signifie tout simplement la balance commerciale. Si un pays est excédentaire par exemple, il va voir sa monnaie s'apprécier parce qu'il aura plus d'exportation pour le faire simple que d'importation. Et ainsi, la demande de sa devise sur le marché monétaire va être plus grande. Et ainsi, plus il y a de demande, plus les prix augmentent. Ça marche pareil pour les prix des changes et ainsi le taux de change va augmenter pour ce pays. Donc la balance commerciale par exemple est un déterminant du taux de change. Il y a également l'inflation qui agit, le niveau des prix de manière plus générale qui agit également sur le taux de change, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Voilà, donc uniquement pour vous dire que le taux de change et les variations d'échange n'est plus issu de phénomènes effectivement liés à l'or. Alors par contre, je trouve important de préciser que le système d'échange flottant ne signifie pas flottement pur. Attention, c'est pas parce qu'on est dans un système de change flottant, c'est-à-dire que les taux de change varient entre les monnaies en fonction de différents déterminants qui sont autres qu'une monnaie métallique qui viendrait effectivement indexer l'ensemble des devises. Ça signifie pas effectivement qu'on a un flottement pur, c'est-à-dire que cette variation est pure et qu'elle se réalise quasi continuellement et très précisément sans aucune interférence des pays en question et sans aucun entre guillemets système organisé, parce qu'il y a quand même une artificialisation, si je peux dire ça, des changes dans notre pays aujourd'hui. Et le nier serait quand même une bêtise, c'est-à-dire qu'il y a d'autres systèmes de flottement, il y a par exemple le système d'ancrage, c'est le cas par exemple des pays d'Amérique latine ou d'Asie par exemple qui ont ancré en fait leur devise sur la création monétaire américaine, donc le flottement n'est pas pur, on a un flottement qui est ancré sur une autre devise. Pour un certain nombre d'avantages, il y a un certain nombre d'avantages à faire ça, notamment le fait que si on se table entre guillemets sur la création monétaire américaine, on aura des changes qui vont varier de la même façon que la devise américaine, en l'occurrence le dollar, et ainsi on aura une certaine stabilité d'échange avec le dollar, ce qui peut influencer notamment les investisseurs qui auront davantage confiance en la monnaie parce que celle-ci se montrera stable, et aussi ça influencera également les États-Unis tout simplement parce qu'ils auront un petit peu plus confiance pour faire du commerce avec ce genre de pays parce que leur monnaie ne risque pas de varier, de diminuer très fortement lors de transactions. Voilà, donc il n'y a pas forcément que le flottement pur, on a du flottement pur, on a des systèmes d'ancrage soit sur une devise d'un pays, soit sur des paniers de devises également, ça existe, donc faites attention là-dessus. Tout cela étant dit, passons aux théories qui sont plutôt en l'avantage du système des taux de change flottants. Alors je dis système parce que on va pas dire non système des taux de change flottants, mais effectivement sachez-le et gardez-le dans un coin de votre tête, c'est un nom
bon système. Donc voyons tout de suite les théories et les économistes qui considèrent que le système des taux de change flottants ou le non-système est un avantage, est une aubaine pour l'ensemble des pays et qui est extrêmement important de le mettre en place, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors le premier économiste qui a beaucoup insisté dessus, c'est Milton Friedman. On va parler essentiellement de lui dans cette vidéo parce qu'il énonce un certain nombre de raisons pour lesquelles le système des taux de change flottants est un bon système monétaire. Alors d'abord il explique que sa première raison, c'est que le flottement permet justement l'ajustement des déséquilibres économiques. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de déséquilibres économiques qui touchent l'ensemble des pays, et c'est notamment le cas de l'inflation, qui est la hausse des prix. Et ces déséquilibres-là ne sont pas résorbés par le système des taux de change fixe. En tout cas, c'est beaucoup plus dur de l'équilibrer, d'équilibrer ces dysfonctionnements. Or, le flottement permet justement un équilibre qui est extrêmement précis, extrêmement ajusté de ces déséquilibres-là. Ça paraît un petit peu abstrait, mais prenons un exemple. Par exemple, si on parle de l'inflation. L'inflation crée justement de la dépréciation monétaire dans un système d'échange flottant parce que, voilà, c'est notamment la théorie des parités de pouvoir d'achat. Ça explique que comme les prix augmentent, en fait, le pouvoir d'achat de la monnaie, le pouvoir d'achat d'une devise va diminuer parce qu'on pourra acheter moins de choses avec la même quantité de monnaie. C'est tout à fait logique. Ça signifie donc que la valeur de la monnaie diminue et donc le taux de change va se déprécier. Ok, donc, comme on a ce système inflation-dépréciation monétaire, on n'aura plus de conséquences de la balance commerciale lorsqu'il y a de l'inflation. Pour le dire plus simplement, quand on a de l'inflation, on a une contraction de la demande étrangère parce que les prix augmentent. Or, cette contraction de la demande étrangère va être annulée, si on veut, par la baisse de la valeur de la monnaie, parce qu'il sera plus simple pour les consommateurs étrangers d'acheter nos produits, tout simplement parce qu'ils coûteront entre guillemets moins cher, parce qu'il y a cette dépréciation monétaire. Donc d'un côté on a une inflation, donc les prix augmentent, mais de l'autre la monnaie et la valeur de la devise en question va se déprécier, donc on a comme ça un système qui s'annule. Alors que dans ce système des taux de change fixe, on a uniquement le volet augmentation des prix. Et l'ajustement monétaire ne se fait pas, sauf dans le cadre d'une dévaluation. Mais voilà, c'est dévalué. Donc il va falloir tout simplement que les pays se concertent pour dévaluer d'une manière extrêmement précise. Donc voilà, le flottement permet un ajustement des déséquilibres plus précis et continu tout simplement, et constant et automatique quasiment. C'est une de ses premières raisons. Donc le deuxième avantage que voit Friedman, c'est un petit peu en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est tout simplement que le flottement va permettre de diminuer la spéculation. Comme on vient de le voir, la seule manière de réajuster les déséquilibres dans un système de taux de change fixe, c'est par la dévaluation. Or, la dévaluation va être prévue par les spéculateurs. Ils vont prévoir cette dévaluation. Et que fait un spéculateur quand il prévoit une dévaluation, c'est-à-dire une diminution de la valeur de la monnaie d'un pays? Il va tout simplement retirer ses capitaux. Et en retirant ses capitaux, il va accélérer la dévaluation parce qu'il va donc retirer les capitaux. Ça va être encore plus difficile de tenir les parités pour ce pays en système de change fixe. Et ainsi, le pays sera contraint et forcé de dévaluer encore plus rapidement. Donc le fait que la fixité d'échange force les pays à dévaluer va faire en sorte que les investisseurs vont prévoir cette dévaluation et ainsi accélérer cette dévaluation. Donc c'est totalement néfaste parce que ça peut créer tout simplement des dévaluations forcées pour les pays, ça peut être extrêmement négatif pour les pays, ça peut détruire des économies. On l'a vu avec l'exemple de l'Angleterre notamment, qui voulait fonder sa livre sterling sur l'or et devenir un point d'or dans le système de GES, comme vous le savez. Et donc tout ça va poser des problèmes bien évidemment pour les pays. Et donc c'est une raison pour laquelle le flottement va permettre tout simplement de limiter grandement cette spéculation sur la dévaluation, tout simplement parce que dans un système de change fixe, il n'y a plus de dévaluation prévisible. La troisième raison est une raison finalement empirique, alors qu'on aurait pu penser que le flottement aurait eu comme conséquence néfaste de diminuer les flux d'échange, parce que en fait tout l'intérêt de mettre en place un taux de change fixe et une fixité d'échange, c'est d'augmenter la stabilité d'échange et ainsi augmenter le commerce international, donc le commerce de biens. On voit finalement par les chiffres qu'on a toujours une croissance du commerce international depuis les années 1976, et dans la fin du XXe siècle, on a encore plus cet accroissement du commerce international.
Donc en fait finalement le flottement ne va pas contracter les échanges internationaux et il l'explique empiriquement. Donc pour toutes ces raisons là, on peut considérer que le flottement qui est aujourd'hui notre système est un système qui a ses défauts bien évidemment, mais qui est finalement le meilleur système. On aurait pu compléter cette analyse par l'analyse de Mundell, je rappelle avec son analyse de triangle des incompatibilités, qui explique que l'autonomie des politiques monétaires ne peut pas être jointe et conjointe simultanément avec la fixité d'échange et l'ouverture des capitaux. Comme on est dans un système le 21e siècle où les capitaux sont ouverts totalement et libres totalement de fluctuer, on ne peut pas finalement avoir une autonomie des politiques monétaires et en même temps une libre circulation des capitaux et voilà la fixité d'échange. Donc le système de fixité n'a plus lieu d'être aujourd'hui, bien qu'il prenne d'autres formes, notamment par l'ancrage, comme on l'a dit au début, soit sur une devise, soit sur un panier de devises. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, j'aimerais que vous me donniez vos retours en commentaire, je lirai tout. Je vous invite à vous abonner également, c'est très important, partagez cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.